Nous allons donc terminer la journée par une présentation du docteur Agrapin, que la majorité d'entre vous connaissent, donc qui est neuropsychiatre et avant tout inventeur de la chromatothérapie, et qui va vous parler d'AVC et chromatothérapie. J'ai fait quelques travaux de recherche, et puis je suis arrivé à trouver quelque chose, et puis ça m'a passionné, vous allez voir. J'ai essayé de vous faire participer à mon enthousiasme. J'espère que si jamais vous ne comprenez pas, vous levez la main, je reprendrai. On va voir. Mais disons que ce que je vais vous dire ouvre de nombreuses portes pour le futur. Alors, on va parler des accidents vasculaires cérébraux. Et pas n'importe lequel, hein, c'est l'accident vasculaire cérébral embolique. Alors il faut bien définir ce que c'est, hein, c'est un arrêt circulatoire sanguin cérébral, hein, entraînant du fait de cet arrêt la destruction des neurones insuffisamment alimentés et oxygénés. Hein. Cette affection est particulièrement grave et souvent accompagnée de séquelles définitives jugées irrécupérables. Ça fait partie de l'infection qui nous fait peur, hein, à tous. Moi, je préférerais avoir n'importe quoi sauf ça. Les dernières recherches en chromatothérapie ont conduit à la découverte d'une nouvelle longueur d'onde susceptible d'agir sur les séquelles anciennes d'AVC. Et c'est un grand espoir, sinon de guérison, tout au moins d'amélioration pour des pathologies considérées jusqu'à nos jours comme irrécupérables. Alors, selon l'INSERM, il y a à peu près 130 000 AVC en France chaque année. Et cette infection est la première cause d'handicap chez l'adulte. La deuxième cause de démence et de mentalité, c'est 10% seulement. L'âge moyen survenu d'un AVC est 71 ans chez l'homme, 76 ans chez la femme. Et parmi les AVC, les causes ischémiques, la cause ischémique est présente dans 85% des cas. Et l'arrêt circulatoire étant dû le plus souvent à un caillot qui bouche une artère. Alors, les signes précurseurs de l'AVC, alors on peut avoir, parmi tous les signes, hein, quelquefois il n'y a même pas de signes, ça apparaît brutalement, hein, mais parmi les signes, on a paralysie brutale du visage, accompagnée d'une perte totale, souvent de sensibilité, parfois de la vision, une faiblesse motrice du bras et de la jambe, unilatéralement, avec des vertiges et une instabilité à la marche, de grosses difficultés à s'exprimer, et en particulier sur certains mots, et des troubles de la compréhension, des perturbations psychiques et des céphalies intenses. Mais ces signes-là, ils ne sont pas toujours présents. Je vous parlerai tout à l'heure d'un cas d'un ami qui était à la maison, et d'un seul coup, il était paralysé. Alors, le diagnostic ayant été porté, c'est vraiment la panique générale, hein, c'est le traitement médical d'urgence qui est instauré. Et le temps qui passe augmente les risques de séquelles. C'est vraiment une course contre la montre. Et les cellules du cerveau étant en anoxie, la destruction des neurones s'accélère et la zone de nécrose peut même s'étendre. C'est-à-dire d'abord une petite zone, puis c'est une zone qui peut s'étendre et provoquer des dégâts de plus en plus importants. Et tous les traitements médicaux tendent par tous les moyens, chimiques et chirurgicaux, à restaurer le plus rapidement la circulation sanguine. Et c'est donc toujours cette lutte. Vous voyez tout le monde courir, hein. Quand il y a un AVC, tout le monde court. Alors, dans bien des cas, la période d'anoxie du cerveau laisse donc des séquelles définitives qui sont de moins en moins récupérables avec le temps. Au cours des années, les films de chromatothérapie sont devenus extrêmement performants, donnant des résultats de plus en plus satisfaisants dans le domaine de la circulation sanguine. On doit aussi beaucoup à M. Pêcheur qui a quand même trouvé
une entreprise particulièrement efficace hein, et qui travaille en même temps pour la NASA. Hein. C'est pour vous dire que quand on fait des commandes de filtres, il faut attendre quand même pas mal de mois. Parmi les filtres de la chromatothérapie, le rouge a montré depuis 40 ans que grâce à une mobilisation massive de l'énergie chaleur, il y a un effet d'accélération de la circulation. Ça, c'est très important. La notion de chaleur s'accompagne toujours d'une accélération de la circulation. Alors, s'il y a un embole et qu'il y a une accélération de la circulation, l'embole non seulement est éjecté, mais en plus le sang est fluidifié. Et on n'a jamais vu, en agissant avec la chromato, d'accident de migration. Hein, parce qu'on pourrait dire, bon, ben, si ça agit. Alors, la projection sur un hématome de cette longueur d'onde durant 4 minutes a un effet qui est voisin de celui obtenu par de la glace, mais avec une plus forte intensité de réponse. Ce qu'il y a de... ça m'a toujours étonné, c'est de constater qu'un organisme vivant est incapable de différencier la glace de la couleur rouge. Et quand vous avez un hématome, vous mettez de la glace, ici à la place de la glace, eh bien, vous faites la couleur rouge, eh bien l'organisme répond de la même façon. Hein. C'est-à-dire que pour lui, si c'est du rouge, c'est de la glace, c'est du froid, il va répondre par de la chaleur. La grosse erreur, c'est souvent de considérer qu'un organisme vivant est immobile. En fait, il est toujours en adaptation. Quand vous lui apportez quelque chose, il s'adapte à ce qu'on lui donne. Et si on lui envoie une information froide, il répond par de la chaleur. Si on lui envoie une information bleue, comme l'a dit Michel, c'est considéré comme étant de la sécheresse, il va répondre par de l'humidité. Donc il s'adapte toujours, dans la mesure bien sûr où il peut. Hein. Quand vous avez un terrain épuisé, quelquefois il n'est pas capable de répondre. Mais c'est déjà beaucoup plus... Alors voilà un exemple, c'est une femme qui a déménagé et qui a lâché une plaque de fonte de cheminée. Je ne sais pas si vous imaginez, et cette plaque de fonte est tombée à cet endroit-là. Vous voyez, tout le pied est gonflé. Eh bien, en faisant localement du rouge 4 minutes et du vert, eh bien, regardez au bout, il y a peut-être beaucoup de lumière, ça va, vous voyez. Ici, vous voyez que le sang a tout de suite été chassé en périphérie au niveau de tout le pied, et on n'a pas d'hématome. Et ça, c'est systématique, hein, ça marche toujours. Cette capacité du rouge de la chromatothérapie, définie par des longueurs d'onde précises, va être utilisée dès qu'il y a un ralentissement ou un arrêt circulatoire, en particulier une thrombose. Alors, on dit le rouge, mais dites-vous bien que c'est un langage de vulgarisation qui nous permet d'exprimer des choses très rapidement. Rouge, ça ne veut rien dire. Vous avez des milliers de rouges. Donc c'est pour ça qu'il faut que les filtres soient le plus performants possible, avec des longueurs d'onde précises. Hein. Donc la qualité des filtres est déterminante. Faites attention à ces foires où on voit des gens présenter des filtres en plastique et faire n'importe quoi. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. Hein. Alors, ce rayonnement agit à 2 niveaux. Il empêche l'apparition de cailloux supplémentaires et il fluidifie progressivement le sang qui est en place. Alors, ça paraît tout simple, mais en fait, on est allé beaucoup plus loin. Un jour, j'ai un bout de fil d'une personne qui me dit, écoutez, on a notre fils qui a eu un grave accident de la circulation. Il est dans le coma, ça va vous rappeler quelque chose d'ailleurs. Il est dans le coma, et ça dure depuis tellement longtemps le coma, que l'hôpital a décidé d'arrêter tous les soins. Donc nous, on tente une dernière chose, on fait fermer la voûte, hein, parce qu'on ne veut pas que notre fils meure. Et cette personne, je lui dis, bon, écoutez, on va essayer. Vous allez vous créer des filtres, et puis tous les jours, une fois par semaine, vous allez faire un traitement, et vous me dites, vous me faites un bilan, vous me dites, voilà ce que ça... Et on va passer.
Et on s'est aperçu que, en traitant progressivement les yeux, la tête, enfin les différentes zones du corps, on a vu que ce garçon, progressivement, rouvrait les yeux, recommençait à se mobiliser, et ainsi, progressivement, eh ben, il est sorti de son état comateux, et le service en question était tellement ahuri qu'ils ont même fait un film. Et au départ, ils étaient très agressifs. Ils étaient très agressifs. Et le chef de service a convoqué la famille. Je vais vous raconter, c'est un truc ahurissant. Et le chef de service a dit, vous savez, j'aimerais bien connaître le médecin qui vous a aidé et qui vous a conseillé. Je lui ai dit, oui, et ils ont donné le nom. Mais vous comprenez, si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un problème, j'aimerais pouvoir m'adresser à lui. Mais il a rajouté une chose que je trouve absolument abominable. Il a rajouté, mais vous comprenez bien que dans mon service, je ne peux pas faire des choses pareilles. Je trouve que pour un médecin, c'est la pire des choses qu'on puisse dire et faire. Depuis cet événement, on a eu d'autres résultats comparables. On a eu un élève qui a sorti des personnes. Et alors, ce qui est terrible, vous voyez, tous ces gens qui sont dans le coma, et quand ils en sortent, ils disent, mais j'ai entendu tout ce qu'ils disaient. J'ai entendu qu'on disait, ben, on va couper tout, on va arrêter tout ce qui m'aide, et on a très peur à ces moments-là. Alors, je trouve lamentable que ce genre de choses qui est évidente, ne soient pas beaucoup plus utilisées dans les services. Et on en reste à des systèmes finalement très archaïques. Et c'est archaïque parce que on n'utilise pas de rayonnement électromagnétique capable de lever un choc. Il faut bien comprendre que quand vous avez une onde de choc qui pénètre, c'est une énergie qui pénètre. Et quand il y a une énergie froide qui pénètre, il y a un phénomène dégénératif qui est associé. Et c'est pour ça que si on veut faire des greffes ou autre chose de ce genre, hein, j'ai entendu dire qu'une personne très connue à qui on a mis des cellules souches, mais si ces cellules souches, on les met dans un milieu où il y a une énergie froide en quantité, elles ne peuvent pas boxer. Elles ne peuvent que dégénérer. Alors, donc, un autre exemple, et je recevais un ami à mon domicile, et brusquement, au moment de repas, cet homme me dit, terrorisé, je ne peux plus bouger le bras droit. Donc vous imaginez le mouvement de panique que ça a déclenché à table. Et on dit, il faut l'hospitaliser d'urgence. Je dis non. Vous me laissez quelques minutes. Je trouve que mon cabinet est au fond du jardin. Et puis, je vais faire un traitement de chromatothérapie. J'ai fait un traitement très simple. J'utilise le rouge prolongé vers bref sur la zone qui correspondait au bras. Hein. Je pense que tout neurologue connaît à peu près les correspondances. Hein. Donc j'ai éclairé cette zone et 20 minutes après, il bougeait le bras tout à fait normalement. Alors ça ne veut pas dire ça y est, la chromatose est formidable, donc on a même plus envisagé de traitements médicaux, mais non. Quand on est à ce stade-là, on dit ben, il faut aller plus loin, il faut comprendre pourquoi il y a eu cet envol. Hein. Donc on ne doit pas faire de la médecine énergétique et se couper du reste du monde. Non, la médecine énergétique doit se rajouter aux connaissances de la médecine actuelle. Et je trouve navrant qu'il n'y ait que les médecins énergétiques qui aient ces connaissances des deux milieux, hein, de ces deux approches. Hein. La médecine classique, il y en a beaucoup qui sont très agressifs à l'égard de la médecine énergétique alors qu'ils n'en ont aucune connaissance. C'est ça qui est lamentable pour un scientifique. Donc, c'est quand même tout à fait étonnant de voir la rapidité de réponse. Hein. Vous n'avez aucun médicament qui vous permet une réponse aussi rapide après un envol. Alors,
Oui, donc le bilan général, on m'a dit, ça je passe, c'est ce que je viens de vous dire. On va prendre un cas d'un professeur, professeur P, qui se réveille un matin avec une hémiplégie gauche. Hospitalisée en urgence, elle subit des examens qui montrent une atteinte très importante de l'hémisphère droit, pratiquement tout l'hémisphère droit. Et il se trouve que le professeur P connaissait la chromato et qu'elle avait une lampe avec elle. Et on m'a téléphoné, donc on m'a téléphoné, je lui ai dit il faut absolument faire du rouge à la zone qui correspond. Et le lendemain matin, les médecins viennent la voir et lui disent Madame, c'est un vrai miracle, vous avez complètement récupéré. Tout le monde dit ahurissant, mais cette femme très, très lucide s'est bien gardée d'expliquer quoi que ce soit, parce qu'on leur dit ça fait pas sérieux. Alors, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Malheureusement, plusieurs mois plus tard, elle refait un nouvel AVC, avec une atteinte cette fois-ci, non pas de l'hémisphère gauche, de l'hémisphère droit, mais cette fois-ci de l'hémisphère gauche. Alors, voulant réutiliser sa lampe pour se soigner, elle se voit opposer un refus catégorique du chef de service, qui par ailleurs lui a donné un traitement anticoagulant, et surveillée en permanence par des caméras, elle ne peut pas utiliser sa lampe de chromato. La catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe? Sortie de l'hôpital, plusieurs jours après son accident, elle souffre de séquelles importantes, en particulier des problèmes d'élocution, qui est fort gênant pour une femme qui fait des conférences sans arrêt, et puis d'autres signes dont on va parler. Eh bien, les traitements de chromato pratiqués dès la sortie de l'hôpital n'ont permis qu'une récupération partielle. C'était vraiment la catastrophe. Mais j'ai trouvé que l'attitude du chef de service était criminelle. Et qu'est-ce que ça lui faisait de laisser faire se soigner classiquement? Donc, elle avait des séquelles dont on ne pouvait pas sortir. Et alors, bien sûr, à cette époque, il nous a paru qu'après un AVC, il est nécessaire d'intervenir en chromato le plus rapidement possible. Dépasser un délai de 4 à 5 jours, cette thérapie se montre bien moins efficace et les cellules nerveuses semblent avoir été détruites définitivement, expliquant l'incapacité à retrouver certaines fonctions nerveuses. Les soins par kinésithérapie déçus d'un AVC nous apparaissaient alors comme la meilleure solution. Rééduquer ce qui est encore possible de rééduquer. Alors, continuons les recherches sur les effets thérapeutiques des différentes longueurs d'onde de la lumière visible. Il est apparu que l'association de longueurs d'onde différentes de celles utilisant le rouge et le vert, parce que c'est ce qui agit le mieux au niveau de la corticalité du cerveau, eh bien, d'autres longueurs d'onde étaient susceptibles d'avoir, dans le domaine de la circulation sanguine, un effet encore plus favorable. Et cette hypothèse, construite au départ par une théorie s'appuyant sur l'écriture trigrammatique telle que je l'utilise, eh bien, ça a été largement confirmé par la pratique clinique qui a montré des résultats qui m'ont vraiment étonné. Avec ce nouveau type de rayonnement, des résultats thérapeutiques favorables ont été obtenus très longtemps après le déclenchement d'un AVC, parfois même plusieurs mois ou années, comme vous l'a dit Michel. Il est surprenant qu'une zone censée être dépourvue de cellules nerveuses opérationnelles puisse réagir de façon efficace à certains rayonnements électromagnétiques avec des améliorations cliniques spectaculaires. Alors, l'ancienneté 2 ans de l'AVC du professeur P a été responsable de la faiblesse des résultats obtenus par chromatothérapie sur ces séquelles importantes. Bon, elle avait entre autres des trous de la parole, des gènes à la déglutition, le nez bouché en permanence, entre autres. Et
l'utilisation de cette nouvelle association lumineuse sur la zone pathogène de la tête a fait disparaître en 20 minutes l'obstruction nasale, libérer la parole et redonner une déglutition normale. Et elle me disait, je n'ai plus besoin de forcer. Et dans les jours qui ont suivi, le contrôle sphinctérien est redevenu normal. Vous vous rendez compte, après 2 ans, on aurait pu dire, bon, ben, il y a eu des dégâts, les dégâts s'accentuent comme dans les cas logiques, hein, parce qu'il n'y a plus de circulation, la nécrose a tendance à s'étendre. Eh bien là, le résultat est là. Et ce résultat est exceptionnel, mais il est reproductible, bien qu'il soit très étonnant. Comment comprendre qu'un cerveau détruit sur certaines parties et peut en 20 minutes recommencer à fonctionner? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Vous voyez, on constate, je crois qu'à l'heure actuelle, on a tendance à interpréter sur un mode biologique précis, et si on n'interprète pas sur un mode biologique, ça ne vaut rien. Or, là, il vaut mieux constater la pratique, c'est-à-dire que la pratique nous donne telle chose, et après, plus tard, on essaiera de comprendre pourquoi, mais les questions restent posées. Alors, les calculs trigrammatiques montrent que ces nouvelles longueurs d'onde utilisent des mécanismes énergétiques différents. C'est ça qui est aussi étonnant. Et c'est capable de neutraliser l'énergie froide avec une puissance que n'ont pas les rayonnements habituellement utilisés, que sont le rouge et le vert. Vous allez voir, ça n'agit pas du tout pareil. Hein? Alors, il y a eu d'autres essais. Madame Ayew, vous avez, ça aussi, c'est tout à fait étonnant. C'est une femme âgée de 80 ans. Elle a fait, il y a 3 ans, hein, et elle a 80 ans, un AVC au niveau de l'artère sylvienne droite, hein, c'est à la hauteur de l'oreille, si vous voulez, au niveau du cerveau, ce qui a provoqué une hémiplégie du côté gauche. Elle présente donc de nombreuses séquelles, impossibilité à lever le bras gauche, perte de la mobilité due à une grande faiblesse de la jambe gauche, paralysie faciale gauche, qui l'empêche de garder le liquide dans la bouche, à un point tel que elle ne peut pas garder sa salive, et malgré elle a la salive qui s'écoule en permanence au niveau de la bouche. Et elle a été envoyée par son médecin généraliste pour le traitement de la Parkinson. Alors, bien sûr, je l'ai traité en priorité pour son AVC par ce fameux rayonnement, projeté directement à l'endroit sur la tête au niveau des zones atteintes du cerveau. Et 20 minutes après, je dis 20 minutes après, hein, une mobilité est retrouvée au niveau du bras, il y a une plus grande force de la jambe gauche, elle arrive beaucoup mieux marcher, et le visage à gauche a repris un aspect souple, et il n'y a plus de perte de liquide au niveau de la bouche. Elle ne salive plus, elle ne baffe plus. Alors, ce résultat est surprenant car, malgré l'ancienneté et l'importance du trouble, mais il y a aussi ce qui freine l'âge de la patiente. Cette femme est en plus diabétique. Dommage que le docteur Alouche ne soit pas là, on en avait parlé. Cette femme est diabétique. Elle a un Parkinson. Elle a en plus un médecin généraliste, étant donné son état, qui a augmenté de plus en plus la quantité de médicaments, parce que plus les gens sont malades, plus on leur donne des médicaments. Ce qui est c'est étonnant, enfin bon. Et la récupération s'est produite en 20 minutes. Donc, c'était quand même tout à fait dérangeant. Alors, à la séance suivante, appliquée au même endroit, ça a provoqué chez cette patiente l'impression de mieux fonctionner sur le plan intellectuel, parler couramment, sans problème. Le Parkinson s'est amélioré de façon tout à fait considérable, et je ne sais même pas si je la soignerai un jour en tant que Parkinson. Alors, après, on peut prendre un autre exemple, Madame Monique, de 70 ans. Elle a eu, il y a 1 an, un AVC du côté droit, ils ont provoqué une atteinte simultanée à gauche de la jambe et du bras, et les problèmes de déglution sont parfois
très important. Et sur le plan énergétique, on constate en plus un vide massif du rein, ce qui provoque des états d'épuisement énormes. Un vide de rein, ça provoque des vides d'épuisement. Après traitement par irradiation directe du crâne, cette patiente se sont détendues, motricité au niveau des membres redevenue pratiquement normale, les troubles à la déglutition ont disparu, et là aussi, elle retrouve un contrôle sphinctérien qu'elle n'avait pas. Et ce sont des résultats qui sont obtenus avec quelques minutes d'irradiation. On n'est pas à des irradiations de plusieurs heures. Là, il y a M. Claude, qui est un homosexuel, qui a abusé du sildenafil, et il y a 2 ans, il a fait l'AVC avec le produit. Et là aussi, dès qu'on l'a traité, il s'est senti infiniment mieux, avec une impression de pouvoir mieux réfléchir, associer les idées plus facilement, enfin donc des progrès tout à fait importants. Alors, bien sûr, ces résultats cliniques posent de nombreuses questions sur le plan scientifique. On considère qu'un nombre important de cellules ont été détruites et on ne comprend pas pourquoi elles se remettent en activité. Pour quelles raisons y a-t-il une telle récupération? J'irais même plus loin. Jusqu'à quel niveau d'atteinte ce nouveau traitement est-il capable d'agir? J'en sais rien. Donc là, je vous dis, c'est une porte ouverte à beaucoup de choses, même dans, vous allez voir, dans le mode de fonctionnement du rayonnement, on va déboucher sur des découvertes encore plus importantes. Alors, quel est ce rayonnement? Alors là, on va voir un peu la démarche, comment on y est arrivé. D'abord, il faut vous rappeler que le rouge correspond au froid, le bleu correspond à la sécheresse, mais c'est une correspondance absolue, hein. Comme je vous l'ai dit, un être vivant, que ce soit l'homme, l'animal ou la plante, est incapable de différencier le froid de la glace du rouge de la chromato, hein. Donc chaque couleur, c'est une correspondance réelle. Autre réflexion, Goethe, bien sûr, Goethe, un homme extraordinaire, et lui a pensé à prendre les 6 couleurs de base de l'arc-en-ciel et à les disposer sur un cercle. Ça, déjà, en soi, vous allez voir, c'est tout à fait génial, et on peut dire que la chromato a utilisé au départ ce schéma, sauf qu'on l'a orienté différemment. Voilà le cercle de Goethe, son orientation. Nous, en chromato, on l'oriente différemment. C'est-à-dire qu'on va mettre toutes les énergies yang en haut, toutes les énergies yin en bas, et on va dire, ici, il y a une partie yang, là, une partie yin. Alors, là aussi, j'ai fait des découvertes surprenantes. C'est que une association philosophique comme la franc-maçonnerie utilise la notion de pierre taillée à pointe. Alors, qu'est-ce que c'est que la pierre taillée à pointe? Au départ, pour eux, quelqu'un qui rentre en franc-maçonnerie présente une pierre brute. Et s'il travaille suffisamment en franc-maçonnerie, sa pierre brute va devenir une pierre taillée à pointe qui est considérée comme un équilibre tout à fait excellent. Si c'est un équilibre excellent, eh ben, il y a des informations énergétiques qui sont données. Alors moi, ça m'a beaucoup étonné. Et information énergétique en disant, eh bien, il y a l'air qui est composé de 2 énergies de chaleur et d'humidité. Il y a la terre qui est composée d'énergie froid et sécheresse. Et si on reprend le cercle de chromato, eh ben, on a le ciel en haut avec les énergies humidité et chaleur, et la terre en bas avec le froid et la sécheresse. Le jaune et le violet étant une addition de l'humidité et de la chaleur et du froid et de la sécheresse. On ne va pas développer cette partie. Et là, encore on a une autre information qui est tout à fait intéressante, c'est la notion de l'élément eau. Vous savez que c'est un peu galvaudé ces termes-là, et je pense que c'est bien qu'on les reprenne, peut-être, qu'on les reprenne le plus souvent, que les gens comprennent ce que c'est. Et bien, l'élément eau, c'est constitué de 2 énergies
de froid et d'humidité. Donc, si je reprends mon cercle de chromato, le froid et l'humidité, ça apparaît comme un axe d'interpénétration du ciel et de la terre. Si je prends, il y a un autre élément qui est capital, c'est l'élément feu. L'élément feu, il constitue de deux énergies, de sécheresse et de chaleur. Eh bien, si je les représente, eh bien, on voit que l'élément feu présente les énergies sécheresse et chaleur, une énergie céleste, une énergie terrestre, c'est encore un axe d'interpénétration du ciel et de la terre. Et ces éléments eau et feu, j'ai travaillé pas mal de temps, il y a de nombreuses années, eh bien, par fusion de leur énergie interne, en provenance du ciel et de la terre, créent de nouvelles énergies définies par les calculs trigrammatiques. Regardez. Énergie feu constituée de l'énergie chaleur, de l'énergie chaleur. C'est un peu technique, mais vous allez voir, ça se débloque. Alors, si j'ai une énergie chaleur qui est plus forte, eh bien, je vais faire apparaître de l'humidité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un impact de chaleur sur la sécheresse, et ça fait apparaître. C'est très important parce que ce sont des systèmes de fabrication des énergies de tout notre corps. On est à la base même du fonctionnement de l'organisme vivant. Et bien comprendre que chaque énergie a un rôle précis tant au niveau du corps qu'au niveau du fonctionnement intellectuel. Si par contre c'est l'énergie sécheresse qui est plus forte, eh bien j'ai fabrication de froid. Cette dominance d'une énergie à l'intérieur de chaque élément est très importante. Alors, si je prends l'élément eau, ben, j'ai les humidités, et l'élément eau est constitué des énergies humidité au froid. Ben, si j'ai l'humidité qui est plus importante, ben, je vais avoir de la chaleur. Si c'est le froid qui est plus important, ben, je vais fabriquer de la sécheresse. Mais à chaque fois, c'est une fusion. C'est une fusion, une rencontre d'une énergie du ciel et de la terre. On est en plein dans ce système de fonctionnement de l'énergie de l'être vivant qui est entre le ciel et la terre. Alors, Goethe a fait une expérimentation tout à fait intéressante. Et il a vu que lorsque il donnait l'impression au cerveau que le cercle blanc se dilatait, eh bien, le blanc rentrait dans le noir. Et lorsque le blanc rentrait dans le noir, on voyait apparaître la couleur bleue et le violet. Le violet, c'est surtout la couleur bleue. Et s'il fait le contraire, qui donne l'impression au cerveau que le cercle rétrécit, eh bien, on voit apparaître la couleur orange. Mais, chose que ne savait pas Goethe, c'est que chaque énergie correspond à une couleur. Et là, on a un renseignement énorme que notre cerveau est capable de donner et qu'aucun appareil moderne ne vous donnera. Eh bien, quand je fais pénétrer le noir dans le blanc ou le blanc dans le noir, je fais apparaître l'élément feu. Je fais apparaître l'élément feu. Hein. On a vu que l'élément feu était formé de l'énergie orange, c'est-à-dire chaleur, et de l'énergie sécheresse. Alors, ça, c'est M. Radley. Où êtes-vous, M. Radley? Et il a fait une photo qui vous montre, voilà, merci d'avoir fait cette photo, là, parce que là, on a les couleurs réelles, et vous pouvez faire ça chez vous sans problème. Hein. Vous faites prendre une planche noire, une planche, d'ailleurs tu l'as fait, hein. Tu as mis un blanc à côté du noir, et suivant, tu as provoqué une impression au niveau de l'œil de pénétration du néon. Alors, si on prend les éléments eau et feu, on voit que l'élément eau, le voilà, l'élément eau, formé des énergies humidité et froid, est capable de fabriquer de la chaleur orange et ici de la sécheresse bleue.
voyez comme quoi la théorie arrive à être proche d'une expérimentation apparemment amusante, mais qui est d'un intérêt majeur, parce que c'est un intérêt majeur, parce que c'est le fonctionnement même de notre organisme. Et pouvoir utiliser ce fonctionnement, c'est capital. Alors, l'utilisation de l'élément eau pour produire de l'énergie chaleur, ben, il suffit de rendre dominant l'humidité, et à ce moment-là, j'obtiens de la chaleur. Donc, une chose très importante, humidité impacte le froid, mais le cercle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein? C'est important de voir qu'il se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et regardez, voilà notre cercle de chromatome, mais là on a mis toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Et si je prends le vert qui impacte le rouge, hein, le vert il tourne là, il arrive au rouge, eh bien la longueur d'onde du vert qui impacte le rouge correspond, attendez, excusez-moi, correspond à cette longueur d'onde moyenne qui est le bleu-violet. Ça veut dire que chaque fois que je veux faire du bleu-violet, eh bien je vais fabriquer de la chaleur parce que je vais appeler le vert et le rouge. Mais j'appelle le vert et le rouge pas n'importe comment, j'appelle le vert et le rouge en rendant le vert dominant. Hein? Donc si le vert n'était pas dominant, je n'aurais pas de réaction. Donc, voilà, bon, on peut représenter sur le cercle de chromato, vert, pof, couleur moyenne, voilà. Donc au lieu de faire projeter l'un après l'autre, ben, on a une longueur d'onde moyenne qui va nous donner le même résultat. C'est le bleu-violet. Alors, si je fais du bleu-violet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'appelle le vert et le rouge. Mais j'appelle pas n'importe quel vert et rouge, j'appelle vert et rouge avec vert dominant. Donc j'ai automatiquement de la chaleur. Si, vous voyez, vous allez me dire, tiens, on fabrique des énergies avec du bleu-violet, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça correspond à quoi? Vous voyez, on arrive à un mécanisme qui est très différent. Dominance de froid donne de la sécheresse. Hein, je reprends toujours mon élément eau. Et ici, je vais obtenir de la sécheresse. Donc, je reprends mon cercle, qui tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein, c'est-à-dire que le rouge va ici impacter le vert, donc il va faire tout ce chemin. Eh bien, pour avoir l'équilibre parfait, ben c'est ça, la longueur d'onde moyenne va donner exactement la même chose. Et en faisant de l'orange-jaune, eh bien, je vais fabriquer du bleu, de la sécheresse. Vous voyez, c'est évident, c'est facile. Alors voilà le froid qui impacte l'humidité qui donne de la sécheresse, et avec ici l'orange. Alors, voilà, donc c'est pareil, mais cette fois-ci, je vais obtenir de la sécheresse en rendant dominant le froid, mais en faisant venir les deux éléments eau. Alors, si j'utilise l'élément eau, je peux l'utiliser de deux façons. Si je fais du violet, du bleu-violet, je vais provoquer ici arrivée du vert et du rouge avec dominance de vert qui va me donner de la chaleur. Et de l'autre côté, si je rends le rouge dominant sur l'humidité, eh ben je vais avoir de la sécheresse. Et en fait, ça c'est l'élément feu. Hein, on a l'eau qui donne le feu, et on pourrait faire le même raisonnement avec le feu qui va donner l'eau. Vous voyez comme c'est un système qui est très précis et qui fonctionne bien, bien régulièrement, et c'est ça qu'on va utiliser. Et c'est pour ça qu'on va avoir des effets plus puissants, et vous allez comprendre pourquoi.
Alors, bon, classiquement, quand il y a du froid, ben, on va utiliser le filtre rouge et on va voir que ce système est loin d'être parfait. L'écriture trigrammatique permet une analyse plus précise de cette réaction, mettant en évidence les limites de ce traitement. Jusqu'à maintenant, on disait, mais il n'y a que ça, hein, on fait du rouge, on envoie de la chaleur, le problème est réglé. Ben non, il n'est pas réglé du tout. Voilà, alors on va prendre une pathologie froide, voilà, c'est ce bloc, et on va utiliser, comme on le dit habituellement, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser une couleur, généralement on utilise une lampe. L'intensité est très faible, hein, comme on l'a dit, c'est une information qu'on envoie. Bon. Et donc, finalement, le rouge amène ici du froid, et il y a la défense. N'oubliez pas que la défense, c'est toujours la couleur complémentaire. Hein, quand vous faites du vert, vous avez une réponse rouge. Quand vous faites de l'orange, vous avez une réponse bleue. C'est toujours la complémentaire. Eh bien, là, le rouge pénètre, et vous avez la réaction qui se produit, mais c'est un élément, et il y a fabrication de chaleur, parce que la défense contre le rouge est apparu ici. Mais là où c'est étonnant, c'est que c'est cette même défense qui va être utilisée pour lutter contre la pathologie du froid. Et effectivement, cette même défense peut fabriquer de la chaleur. Mais là, il y a quelque chose qui se passe et qui ne va plus du tout. Et on n'avait pas prévu. C'est qu'il y a un rapport de force qui va exister entre la pathologie du froid et la défense humidité qui venait là lutter contre la couleur. Et on a vu que cette pathologie du froid, si elle est considérable, si elle est beaucoup plus puissante que la défense, eh bien à ce moment-là, on n'a plus du tout la même réaction. Et on voit apparaître à ce moment-là de la sécheresse, et cette sécheresse va s'additionner au froid de la pathologie qui reste, et on obtient du violet. Et que fait le violet? Eh bien le violet, on sait depuis longtemps, qu'il transforme la chaleur en froid et l'humidité en sécheresse. C'est-à-dire qu'il a un effet pratiquement opposé à l'action du rouge. Donc, vous comprenez pourquoi, lorsque on irradie un crâne qui a une pathologie du froid majeur, eh bien ce froid est tellement important qu'il arrive à être beaucoup plus puissant que la défense, et le résultat est finalement atténué. Alors, on s'est dit, bah alors, comment ça marche avec les couleurs intermédiaires? C'est bien de devoir critiquer un truc qui marche quand même, puisqu'on l'utilise souvent, mais qui a ses limites et qui nous montre que quelquefois ça ne marche pas. Alors, ben là, je vais prendre du vert jaune. Et ben, le vert jaune, bon, il va venir là, hein, il va venir au niveau de la superficie. Apparaît à ce moment-là une défense de l'organisme, et à ce moment-là, création de bleu-violet. Mais le bleu-violet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça m'amène l'élément eau avec dominance humidité. C'est une clé. C'est une clé. Et cette clé, je l'envoie sur ma pathologie du froid, et l'évolution se fait obligatoirement vers la chaleur. Vous comprenez qu'il y a une différence de puissance énorme, hein, parce que là, cette clé permet de continuer sans arrêt la fabrication de chaleur. Hein. Alors qu'avec l'autre système, il y avait un rapport de force. Là, il n'y a plus de rapport de force d'énergie, puisqu'on a notre élément eau qui vient avec une dominance humidité. Quelle que soit l'intensité de l'énergie pathogène, la réponse au traitement est toujours la même. C'est un pas en avant important. Dans le cas d'un AVC apparu il y a plusieurs semaines,
L'invasion par le front au niveau du cerveau est tellement massive que seules les couleurs intermédiaires de la chromatothérapie sont susceptibles d'avoir un effet rapide et puissant, quelle que soit l'ancienneté et la gravité des lésions. Parce que c'est une réaction qui est imposée par une clé. Il y a une clé qui dit obligatoirement il va y avoir fabrication de chaleur. Il n'y a plus de rapport de force. Hein. Alors, ces couleurs, ben, elles sont là. Hein. Vous avez le bleu-violet, vous avez le vert-jaune, vous avez l'orange jaune, vous avez le rouge-violet. Donc c'est pour ça qu'il y a ce dessin sur la couverture de mon livre où j'explique un peu comment ça va. Puis vous avez les rouges-oranges et les bleus-verts qui sont importants. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les couleurs intermédiaires ont une puissance d'action énergétique qu'aucun autre rayonnement de couleur jusqu'à ce jour. Ils le doivent à l'utilisation des éléments eau et feu, axe de rencontre du ciel et de la terre, créateurs des énergies propres à la vie. La connaissance et l'utilisation de ces mécanismes apportent une dimension nouvelle à la chromatothérapie méthode Agrapar. Alors écoutez, c'est un peu ridicule de marquer méthode Agrapar, hein, ça a l'air un peu mégalo, mais on a des gens qui ont essayé de s'accaparer de mon travail, et quand j'utilise chromatothérapie seule, je ne suis plus protégé. Donc maintenant, je mets Agrapar. Mais enfin, c'est pas par mégalomanie, hein. Vincent et tous les deux, avec Vincent, on a dit, bon, là-bas, on va essayer de se protéger. Mais comprenez bien dans quel sens c'est mis, c'est pas du tout mis pour gonfler la tête. Hein. Alors, l'utilisation de ces mécanismes, c'est vraiment très important, en raison du mode d'action proche du fonctionnement physiologique de l'être vivant. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une ouverture vers autre chose de la chromatothérapie. Il y a d'autres découvertes qui sont en attente, et je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin encore, mais on va laisser un peu les choses décompter. Il y a déjà ces longueurs d'onde, il faut apprendre à les utiliser, tant en chromatodirect qu'au niveau des points d'acupuncture, où c'est très particulier. Mais j'ai été content de découvrir ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a peut-être des questions. Alors, avant de poser des questions, deux choses. La première, c'est que pour compléter tes propos, il reste des livres de la méthode Agrapar. Ah oui, il reste des livres, oui. Des livres avant. Oui, n'achetez pas les filtres si vous n'avez pas le livre. Voilà. Ça c'est rien. Mais... Alors, des questions peut-être, des questions. Oui, Jean-Jacques Keller, j'avais une première question, c'était sur la durée de projection des couleurs. Est-ce que c'est 50 secondes ou Oui, c'est pareil. C'est 50 secondes ou 10 minutes. Bon, en sachant que les temps prolongés peuvent éventuellement être allongés, on peut passer à 5 ou 7 minutes, c'est pas gênant, mais bon, c'est la même chose. J'avais une question par rapport à la glace et à la couleur rouge. Oui. Pour améliorer la performance, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'eau irradiée avec le rouge, la congeler et utiliser les glaçons? Écoute, dans le champagne, ça sera... Donc, ça veut dire que tu as une couleur principale et une couleur complémentaire. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Une couleur principale et une couleur complémentaire. D'accord. Tout à fait. On fait toujours 40 secondes. Plutôt l'inverse. 4 minutes et 50 secondes. Ou alors que 50 secondes, si le corps est fatigué, je suppose que c'est... Oui, c'est ça. Hein. Vous savez, quand vous avez des personnes très âgées qui sont complètement épuisées, quelquefois les couleurs brèves plus intéressantes. Je voulais vous demander si l'origine de la pathologie milieu ciel ou milieu terre avait une influence sur le choix de l'énergie qu'on devait produire. Bien sûr, quand vous avez une pathologie au niveau du ciel, la partie haute du corps, vous utilisez la partie terre et inversement. C'est vrai. C'est important. D'autres questions? Bon, mais vous avez tout compris, c'est super. Je ne suis pas sûr. Attendez, notre major de promotion.
Dans l'état actuel de vos recherches, est-ce que ces couleurs intermédiaires, vous les utilisez essentiellement sur les pathologies anciennes et dégénératives, ou est-ce que vous entrevoyez d'autres applications? Moi, je les utilise sans arrêt maintenant, de plus en plus. J'ai tendance à oublier un peu plus les autres. Donc on peut vendre... Mais pas le violet, le jaune, mais c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser pratiquement sans arrêt. Christian, je vous remercie pour cette présentation. Je voulais vous poser la question concernant les nouveaux filtres, leur utilisation en local. Oui. Alors, je comprends pas, et alors? C'est parce que on parle du point d'acupuncture et... Non. Quand je vous ai donné une pathologie du froid, tout à l'heure, c'était en local. Oui, mais bon. Non, c'est pareil. Bon, considérez que tout fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'on va vers la fabrication de froid, de chaleur, d'humidité ou de sécheresse, et suivant nos besoins, c'est tout. Hein. Sauf que certains filtres sont un peu plus puissants et probablement... Moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quelquefois, il y a des temps de réponse qui sont un peu plus longs. C'est-à-dire que, à une époque, j'avais tendance à faire certains traitements une fois par semaine au début, hein, surtout les trois premières séances. Et là, j'ai plus tendance à faire 15 jours ou 3 semaines, parce qu'il y a des gens, est-ce que c'est parce que ça a un effet plus profond? J'ai des gens qui réagissent quelquefois après plus d'une semaine. Et je trouve que c'est plus une sécurité. Mais c'est avec ces nouveaux filtres, hein, pas avec les anciens. Moi, je voudrais simplement rassurer les gens qui sont venus aujourd'hui pour découvrir la chromatothérapie. Ça a l'air d'être extrêmement compliqué ou un peu barbare ou je ne sais quoi. C'est assez simple quand on a suivi le cycle de formation de première année et de deuxième année. D'accord? Donc, pas de panique, hein, c'est abordable, mais il faut avoir un peu effectivement de connaissances et de culture. C'est la raison pour laquelle nous avons eu des interventions différentes. On est à la fois ici pour vulgariser la méthode Agrapar, avec les cours de première année et de deuxième année, et effectivement après, il y a des perfectionnements qui se font avec Vincent entre autres, et Christian, qui permettent effectivement d'aller beaucoup plus loin. Là, on est allé beaucoup plus loin avec la chromatothérapie directe, et qui commence à la première année. Donc, pas d'angoisse pour ceux qui veulent découvrir la chromato, c'est abordable. Hein. Une question? Merci de ta psychothérapie. La question, c'est pour qui? Oui, je voulais savoir une chose. Les nouveaux filtres sont utilisables dans les mêmes effets en chromatoponcture, c'est-à-dire que si on les utilise à la place d'un rouge, on utilise un nouveau filtre, c'est exactement pareil. Avec une puissance démultipliée, mais les effets sont... Voilà, je trouve que l'effet est effectivement plus important. Okay. Je vais me permettre de parler, parce que comme on est deux au monde à utiliser ces filtres. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant, évidemment. Donc d'ailleurs, on est désolé de ne pas pouvoir avoir présenté ces filtres de manière plus précoce. Hein. Le problème, c'est qu'on voulait les présenter il y a 3-4 ans, mais il y a un vent helvétique qui est passé par là, qui nous a empêchés de les présenter, et c'est surtout dommageable pour les patients. Pour répondre à la question au niveau de la chromatothérapie du point d'acupuncture, ce sont des filtres qui sont beaucoup plus puissants, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche avant tout quand on fait un traitement, c'est trouver un équilibre. Donc le plus puissant n'est pas forcément le mieux. Et c'est pareil, moi je ne suis pas entièrement d'accord avec toi pour toutes les chromatothérapies directes. Ça, c'est la famille. C'est que, voilà, moi je ne les utilise pas forcément à chaque coup. C'est-à-dire, il ne faut pas vous dire, ils sont forcément mieux. C'est à vous de vous adapter aux patients, aux besoins, etc. Et sur une DMLA, par exemple? Sur les maladies dégénératives importantes, Parkinson, DMLA, vous allez avoir des résultats bien plus conséquents. C'est évident. Je suppose que les prochaines sessions de perfectionnement traiteront effectivement de l'utilisation de ces nouveaux filtres. Question? Bien sûr, bien sûr. Au mois d'octobre, donc c'est le 26 octobre, à Washington, c'est ça? Non, à Paris.
Ceux qui n'ont pas reçu le mail, effectivement, peuvent aller sur le site, peuvent aller effectivement au contact Vincent. Voilà. Merci de votre attention. Merci en tout cas de votre présence.